Dans les restaurants en France, à cette époque-là, il y avait 2 devises. C'était « Ici, la cuisine est faite par le patron » et « Le client est roi ». C'est les 2 trucs. Donc mon père avait écrit à l'entrée « Ici, la cuisine n'est pas faite par le patron ». Sous-entendu, il a des choses plus amusantes à faire. Et « Le client n'est pas le roi », point de suspension, parce qu'il est un ami. On dit les grands esprits se rencontrent, mais il faut aussi que les bons esprits se rencontrent. Et là, c'est même beaucoup plus important. Donc, non, mais c'est vrai, c'est tellement ça la vie. C'est tellement les bons. Moi, je rêve de constituer une mafia planétaire des bons. Ah, c'est bien. Moi, j'aime bien le côté. J'aime bien ce côté-là. On fait une mafia entre nous, mais que des gentils. Ah ouais. Ah oui, c'est très cool. La gentillesse, c'est pas ringard. C'est la méchanceté qui est ringard. Ouais. Et ça, il faut bien l'intégrer. Parce qu'on dit toujours, il est trop gentil, elle est trop gentille. Non, on n'est jamais assez gentil. Ça, je sais pas si on me dit de ça de moi. Non, mais ça n'empêche pas qu'on peut avoir de la droiture. On a des convictions. Mais après, c'est ça. La bienveillance, Ah oui, alors tout de suite, oui, quand on est bienveillant au sens général et gentil, oui, on passe pour des doux rêveurs et des utopiques, et du coup, tout ce qu'on peut imaginer, c'est un rêve, mais ça ne peut pas s'ancrer dans une réalité d'aujourd'hui, quoi. Enfin, exactement. Donc du coup, c'est clair que nous, on l'a dit plein de fois, oui. Ouais, mais il faut... Moi, j'ai plusieurs devises, mais dont une, c'est Coluche qui a dit « Ce n'est pas parce qu'ils sont nombreux à avoir tort qu'ils ont raison. » Ah oui. C'est vachement important, ça. Oui, c'est vrai. Ouais. Oh là là. Mais ouais, non, c'est chouette. Ce qui est incroyable, c'est quand ils m'ont parlé de vous, en fait, au départ, parce que nous, on était à fond dans le projet. Il y a 1 an, on était même en train de se dire comment on va faire pour trouver l'argent. Ouais, j'imagine. Et en plein confinement. Et avec des gens qui me disaient « Mais non, mais on va jamais y arriver, ça va durer, on ne sait pas combien de temps. » C'était presque une ambiance de fin du monde pour certains. Et puis nous, on ne sait pas comment on allait trouver l'argent pour démarrer, quoi. Et en fait, ce qui était improbable, c'est là aussi, voilà, il y a des gens qui disent les réseaux sociaux, c'est forcément mauvais, gna gna gna. Et nous, en fait, tout est né avec les réseaux sociaux. Nathalie, je ne la connaissais pas avant, elle m'a connue via les réseaux sociaux, puis du coup... C'est elle qui a eu l'idée de se dire l'année dernière, pendant le confinement, on a qu'à mettre un post sur les réseaux sociaux comme quoi vous cherchez des investisseurs et vous cherchez telle somme. Et du coup, on l'a fait et on a rencontré 6 personnes incroyables avec des maraîchers qui sont prêts à investir dans un abattoir mobile, bien. Des vétérinaires, des éleveurs et puis des jeunes entrepreneurs qui avaient envie de faire un truc qui donnait du sens, quoi. Et c'était vraiment juste génial. Et alors, on a travaillé qu'à distance sans se rencontrer. C'était très frustrant. Et quand on s'est rencontrés la première fois, c'était au mois de juillet, juste avant une conférence de presse pour lancer un financement Mimosa participatif. Et ça a matché tout de suite entre tout le monde. Ils se sont tous bien entendus. Ils ont vu qu'il y avait vraiment un partage de valeurs. Alors là, on ne pouvait pas rêver mieux parce que pour nous, dans notre monde, moi je suis originaire du monde agricole, donc c'est très terre à terre. Donc du coup, le concept même d'aller chercher de l'argent vers des gens qui en ont pour faire grandir notre projet, qui adhèrent à nos valeurs, c'est très suspicieux, c'est pas un truc qu'on pratique beaucoup. Donc du coup, c'était forcément... s'ils sont investisseurs, c'est des gens qui n'ont qu'une envie, c'est de gagner de l'argent. Alors qu'en fait, non, nous, on est avec des gens qui nous ont suivis, qui avaient de l'argent et qui voulaient aider à réaliser ce rêve, cette utopie qu'on avait d'abattre mieux les animaux sur leur lieu de vie. Alors là, on a trouvé ça mais formidable, quoi. C'est génial. Il y a une nouvelle réflexion maintenant, ce sont les entreprises à mission. Et c'est exactement ça ce qui se passe. Oui, d'ailleurs, on nous a demandé c'est quoi votre mission ? Parce que quand on s'est créé, et je dis nous c'est ça. Mais vous voulez faire une entreprise à mission ? En fait, nous, par essence même, on est une entreprise à mission. Non, c'est parce que les grandes multinationales, elles ont besoin d'embellir les choses. Donc, elles disent, nous sommes une entreprise à mission. Ouais, c'est ça. Et puis, dans des structures comme celle du Buffettique, c'est une évidence, c'est comme ça, quoi. C'est ça. On a une mission. Comme nous, on a une mission en tant que restaurateur, où on l'oublie. Ça a été beaucoup oublié. L'aubergiste, avant, c'était de faire bon, mais il avait des bons produits, donc il ne pouvait pas se tromper, quoi. C'était le paysan du coin qui lui amenait pour faire... Et puis après, quand on est devenu... Les auberges sont devenues de plus en plus urbanisées, quoi.
les fournisseurs, ça devenait... ça a oublié le terroir, c'est plus devenu une industrie. Hein. Et le restaurateur, il a oublié que sa première mission, c'est de nourrir les hommes et les femmes, ou les femmes et les hommes, mais les nourrir, c'est-à-dire faire que ce qui vont rentrer dans leur corps va faire qu'ils vont aller moins souvent chez le docteur, quoi. Ouais. Et ça, c'est vraiment un truc important. Moi, je dis, le restaurateur, il est plus important que le médecin, parce que le médecin, lui, il répare. Mais, c'est ça. Mais avant tout, il faut... On peut éviter d'avoir trop de réparations, quoi. Mais nous, on travaille avec du vivant. Ouais. Alors moi, je ne fais pas pousser l'herbe pour mes vaches, parce qu'elles poussent naturellement, mais il y a quand même un équilibre à respecter pour qu'il y ait une biodiversité dans la ressource fourragère, etc. Et nous, on a eu cette démarche-là aussi à un moment donné, c'était de se dire qu'est-ce qu'elles vont manger pour être en pleine forme, enfin, qui va faire que chaque cellule qu'elles vont fabriquer vont être bonnes pour elles, mais vont aussi être bonnes pour ceux qui vont en manger après. Et donc, quand on a commencé à travailler là-dessus, on a rencontré des vétérinaires géniaux, très très engagés, qui nous ont dit en fait, la maladie, c'est le signe d'un déséquilibre. Mais c'est vrai pour les animaux comme pour nous. Donc, du coup, notre job de paysan, c'est de maintenir cet équilibre. Et du coup, il n'y a pas de recette. C'est tout le temps s'adapter à la météo, aux ressources, etc. Et toujours essayer de trouver, de respecter l'équilibre. Et cet équilibre, il est mis en péril dès qu'il y a une situation stressante pour les conditions météo, mais aussi pour des raisons... ça, on ne le prend pas trop en compte en élevage, mais sur des questions... parce que en tout cas en vache, c'est des animaux grégaires, et donc ils ont une vraie vie sociale dans le groupe. Et donc du coup, il faut prendre en compte ces vies sociales. Et nous, on a travaillé là-dessus il y a 15 ans, on nous a pris pour des huluberlus aussi. Parce que chaque groupe, alors en plus on pratique la monte naturelle, donc c'est-à-dire c'est les taureaux qui saillissent les vaches, en partant du principe que une vache qui a été heureuse au moins une fois dans sa vie, elle fera un meilleur steak. Bref, il y a des taureaux et chaque groupe c'est le taureau, le patriarche, qui stabilise vachement les relations entre les vaches. Si jamais on enlève le taureau pour X ou Y raison, parce qu'il est blessé, parce que je sais pas quoi, il va y avoir des joutes entre les vaches pour prendre la place de chef, et du coup ça fout un souk pas possible, quoi. Alors que le taureau il est là, et il n'est pas là que pour reproduire, et à un moment donné on s'est aperçu qu'il y a des moments dans la journée où il avait un rôle éducatif avec les jeunes. Oui, c'était super. Bien évidemment. Enfin bref, on se rend compte de plein de trucs quand on est paysan et qu'on s'attache à regarder le rôle de chaque micro-organisme ou... Parce que nous, on travaille du coup en bio et donc on travaille sans chimie depuis 15 ans, mon père avant moi. Mais, et du coup, les antiparasitaires chimiques qui tuent les insectes, au début, on trouve que c'est bien parce que ça tue les parasites des animaux, mais en fait, ça tue le bousier, ça tue ensuite l'oiseau qui est censé, les insectes coprophages et tous les oiseaux qui veulent en vivre et les chauves-souris, etc. Et il y a tout un écosystème qui disparaît. Bien sûr. Chez nous, on a un écosystème qui est génial. Avec combien on avait de nids d'hirondelles l'année dernière ? Ouais, plus de 100. Ouais, on a la plus grosse colonie d'hirondelles de Bourgogne-Franche-Comté à la maison. Elle est incroyable, quoi. Et ça, c'est parce qu'en fait, on a plein d'insectes à manger. La gadoue et la gadoue, parce que c'est pas bien la gadoue aussi. On a nettoyé les fermes, il faut que ça soit bétonné, il faut que ça soit propre tout le temps. Nous, on a de la gadoue. C'est pas mal la gadoue. Nous, dans notre ferme de la Maule, où là, on a un projet qui est long à mettre en place parce que ça fait partie de la philosophie du projet, c'est de le faire lentement. Hein. Et donc, où là, il y a on essaie de remettre tous les cycles de la biodiversité en place. Hein. C'est un endroit où l'agriculture a été abandonnée il y a plus de 35 ans, mais où il y a encore des séquelles d'une agriculture chimique. Hein. Les terres sont encore abîmées. On a obtenu, puisque l'administration en avait profité de cet abandon de l'activité agricole pour faire des zones de protection de pas mal d'espèces, la tortue hermane, le lézard osselet, etc. Et puis l'administration nous a autorisé à replanter. Et cet hiver, donc, on a replanté quelques parcelles de vignes après avoir déboisé sans engin mécanique. Hein. C'est-à-dire, on a enlevé des arbres qui avaient 35 ans seulement avec les chevaux et les bras des hommes. Wow. Et on a replanté donc cet hiver, il y a 2 mois et demi à peu près, des vignes sur des parcelles de 10 arts, 15 arts, 20 arts. Et mon gendre, il y a 15 jours, qui inspectait ces plantations, tout à coup, au milieu des vignes, il voit une tortue hermane en train de pondre ses œufs. Ah, génial! Et de les enterrer. Et donc il a filmé, évidemment. Et quand on a envoyé ça au Conservatoire des espaces naturels qui nous suit,
Ils ont dit, vous savez que nous sommes les spécialistes de la tortue Hermann en France, c'est nous qui nous occupons de la gestion de la tortue Hermann, on n'a jamais vu ça. Des tortues Hermann pondre dans une vigne, ça n'est jamais arrivé. Ce qui montre bien que si on est très attentif à tous les éléments de la nature, eh bien, la tortue Hermann, elle avait le choix, elle pouvait aller pondre dans la forêt qui était là. Elle a préféré là, je pense. Elle avait ses raisons. Parce que nous, pour protéger les plants des sangliers, on a mis des clôtures électriques autour de la parcelle. Je pense que la tortue, elle a intégré le fait qu'elle était protégée, hein, qu'il n'y avait pas eu de manipulation bizarre, c'est-à-dire que nous, il n'y a que les chevaux et les hommes qui ont travaillé sur cette parcelle. Il n'y a pas de chimie, ils doivent le sentir. Pas du tout. Et donc, elle s'est installée là. Et donc, maintenant, on attend, c'est au mois de septembre, où on devrait avoir les œufs qui vont éclore. Qui vont sortir. Ah ouais, c'est excellent. Mais c'est vraiment la démonstration de tout ce que l'on a entrepris. Et c'est vraiment étonnant. Ah mais c'est beau hein, quand on voit des résultats comme ça, parce que quand on voit que la nature se réinstalle et que, oui, il se passe des trucs aussi beaux, c'est magnifique. Je dis que, on n'a pas trop perturbé ce milieu naturel. Peut-être même qu'on l'a favorisé. Qu'on a participé. Oui. Et donc ça, c'est vraiment important. Et c'est là où, nous, au Club 55, où, dans notre préoccupation puissante d'essayer de donner des produits que l'on a bien identifiés, sur leurs origines, sur la façon dont ils ont été travaillés, la venue enfin d'un abattoir mobile en France, pour nous, c'est ce que l'on attendait, quoi. Parce qu'on ne peut pas, si vous voulez, l'humain est omnivore, donc il doit manger de la protéine animale. Hein. Mais comme le dit Pierre Rabhi, il dit moi je mange de la viande et je trouve ça bon. Hein. La seule chose, c'est que j'ai conscience que quand je mange de la viande, j'ai conscience que pour que ma vie continue, j'ai enlevé la vie à un autre être vivant, donc je dois le faire avec respect. Je peux pas. C'est pas un produit qui sort d'une chaîne industrielle. Non, c'est quelque chose qui a suivi les cycles de la vie, du début jusqu'à la fin. Et à ce moment-là, ça fonctionne bien. Nous, on a une bergère, Kenna, qui nous fait les fromages de chèvre. L'autre jour, il y a un meilleur ouvrier de France qui est venu et qui a goûté son fromage sans savoir qui elle était, hein, seulement il y a 1000 fromages comme ça. Et il a dit, ouh là là, ce fromage, il a été fait avec amour. Les animaux ont été élevés avec amour. Qui est-ce qui a fait ça, ouais. Donc quand on est attentif, tout ça se sent. Ouais. Et moi, je le sais parce que je suis allergique à tous les poissons sans écailles, pas assez cuits. C'est-à-dire que les poissons sans écailles, c'est les sols, les thons, les espadons, etc. Parce que ce sont des poissons qui sont très nerveux et les systèmes de pêche sont des systèmes de pêche qui sont plutôt agressifs. Ah ouais, donc ils stressent. Ils stressent, et s'ils ne sont pas assez cuits, moi, les toxines qu'ils ont dégagées à la pêche, mais alors, je viens comme ça, hein, c'est pas une allergie, je ne me gratte pas, hein, il faut m'hospitaliser, quoi. Donc je sais que l'animal, il dégage des toxines. Et moi, j'avais appris il y a longtemps, hein, j'achetais le poisson pour le Club 55, mais j'avais 20 ans, et donc tous les matins, je me retrouvais sur le quai à Saint-Tropez, là où il y avait les pêcheurs qui arrivaient, avec le vétéran de la cuisine provençale de notre région, voire plus, hein, et qui connaissait le poisson à la perfection. Et le pêcheur arrivait, alors c'était surtout flagrant avec les sards. Il avait pêché, il y avait 50, 60 sards qui étaient là, et comme il était évidemment, c'était le vétéran, il était plus âgé, je le laissais passer d'abord. Et les poissons faisaient tous ça un banc, les poissons ne faisaient pas tous la même taille. Mais lui, là-dedans, il triait. Et puis moi je prenais ce qui restait. Hein. Et puis on arrivait ici, on cuisait ces poissons, ils étaient raides, ils se rebiquaient comme ça. Au moment, j'ai dit, oh, explique-moi, il y a non, mais là ils ont été stressés, tu le vois pas. Hein. Lui à l'œil, il voyait que
Celui-là, au moment où il avait été pêché, il avait pris un coup de stress, et ben, il était raide, hein, il n'était pas du tout moelleux. Donc ça se voit. Ça démontre bien que votre démarche, là, c'est vraiment une démarche ultra importante, contrairement à ce que peuvent penser certaines technocraties. On n'est pas sur des choses, comment dire, c'est pas pragmatique. Il y a de la spiritualité dans tout ça. Oui, ça va au-delà, ouais. C'est-à-dire que l'avenir de l'agriculture, ça peut pas être, comment dire, que il peut pas y avoir de production végétale sans vie animale. Donc c'est forcément tout le temps lié. Et pour nourrir nos sols, on a besoin de. Déjà, on peut s'aider de l'animal pour l'attraction, etc., mais aussi pour enrichir le sol, pour maintenir, etc. Donc de toute façon, c'est lié. Mais effectivement, on a perdu cette notion de sacrifice. D'ailleurs, on tue des animaux maintenant dans les abattoirs sans savoir comment ils vont être vendus. Du coup, après, c'est sur stock qu'ont été abattus. Soit on en fait des promotions, au mieux, soit on les met à la poubelle. Et ça arrive quand même. Il y a quand même 50% de la production actuelle qui est foutue à la poubelle en gaspillage alimentaire. Et on n'arrête pas de nous dire qu'il faut avoir une agriculture productive pour lutter contre la faim dans le monde. Enfin, on n'a jamais eu une agriculture aussi productive à l'échelle mondiale et autant de gens qui meurent de faim. Donc il faut arrêter avec ce discours-là, quoi. C'est plus possible, c'est plus tenable. Et nous, pour les animaux, effectivement, ils ont perdu cette histoire de... C'est un sacrifice d'une vie, effectivement, pour nourrir d'autres vies. D'ailleurs, le mot viande vient de là. Bien sûr, c'est exactement. Donc voilà, à un moment donné, il ne faut pas se cacher, mais il faut le faire dans de bonnes conditions, quoi. Et quand on pense qu'en fait, comment ils ont été pensés, ces abattoirs à l'origine, quoi, c'est fou. C'était pensé comme les usines de voitures. Les usines de voitures ont été inspirées des abattoirs de Chicago, quoi, en fait. Donc c'est fou. Et moi, quand j'ai vu le truc en Suède, j'ai dit « Ah, mais en fait, mais oui, mais c'est bien sûr. Pourquoi, en fait, on transporte les animaux alors qu'ils sont sensibles et donc sensibles au stress, etc. et qu'on ne transporte pas les technologies pour faire en sorte que ça soit abattu dans de bonnes conditions vers les animaux. Enfin, c'était une évidence. Et quand je suis rentrée dans l'avion, j'étais avec un réalisateur de film, donc du coup, pour eux, tout est possible. Et pour une paysanne, à l'époque, beaucoup moins. Et du coup, il me dit, mais qu'est-ce qu'on en fait ? Je lui dis, moi, en fait, j'arrête d'élever. Puis si on ne peut pas faire ça en France, et il a dit, chiche. Et c'est comme ça que c'est né, il y a 5 ans. Et j'ai dit, ok, cool, on va y aller. Mais c'était... je ne pouvais pas avoir conscience de tout ce qu'on allait vivre pour arriver à le faire. D'ailleurs, il y en a plein qui m'ont dit, j'ai même un très grand copain qui était l'ancien porte-parole de la Confédération paysanne, Laurent Pinatel. Il m'a dit au début où tu m'en as parlé de l'abattoir mobile, je t'ai pris pour une folle, que tu n'allais jamais y arriver. Et en fait, on a fait plein de réunions. Peut-être que j'ai dû faire 50 départements à me déplacer, à faire des réunions, même dans des zones où il n'y a pas beaucoup d'élevage. Et dans les salles, il y avait plein de paysans et tous avaient une anecdote qui reflétait l'horreur de ces abattoirs. Soit ils avaient retrouvé des traces de maltraitance de leurs animaux ou du stress qu'ils avaient vécu, soit un problème de traçabilité grotesque et qui était ahurissant. Genre ils amenaient une vache blanche et ils récupéraient la langue de leur vache noire, donc c'était pas possible, c'était pas la leur. Et donc du coup, enfin bref, c'était des trucs hallucinants. Et il y en a même qui pleuraient, quoi, parce qu'ils racontaient que quand ils avaient vu les images choc qu'on a tous vues, ils se sont dit, mais j'espère que c'est pas les miennes. Enfin, j'ai pas vu les numéros dans les étiquettes, mais j'espère que c'est pas les miennes et tout. Enfin, c'était vraiment très, très émouvant. Du coup, ça renforçait sur l'idée que c'était vraiment un combat nécessaire, enfin, qu'il fallait le faire. Et ça foutait vachement les boules aussi, parce que je me disais, si on se plante... c'est quoi l'avenir, quoi, en fait Il ne faut pas se planter, mais il faut tout pour participer au non-plantage. Exactement. Parce que c'est vraiment important. Ça va être, je l'espère, très suivi, cette expérience. Il faut qu'elle soit ultra réussie, parce que c'est indispensable. Exactement. C'est vraiment un élément qui doit réussir. Il faut absolument que ça réussisse pour que ça devienne la normalité le plus vite possible. Mais là où c'est chouette, c'est qu'on a quand même réussi à faire bouger la loi, mais grâce à la mobilisation en fait, de la société, parce qu'on dit toujours le consommateur est con et il ne sait pas ce qu'il veut, et en fait non, je pense que c'est parce qu'il y a eu pas mal d'articles, pas mal de mobilisations, y compris dans des associations comme le plus tôt de consommateurs comme la FAD, etc. Enfin, on a eu pas mal d'articles et du coup, comme il y a une opinion publique qui est quand même sensibilisée à ça, et ils ne sont pas tous anti-viande, loin de là, et on a même des gens qui... témoignent régulièrement vers nous en nous disant moi j'ai arrêté de manger de la viande, j'étais végétalienne, etc. ou végétalien. Et maintenant je suis revenue à manger de la viande parce que mon corps en avait besoin. Puis à partir du moment où on sait que ça a été fait
de façon... Voilà, respectueuse des animaux et des hommes. Et effectivement, nous, quand on a... l'année dernière, à la sortie du premier confinement, j'ai pensé que c'était le moment de mettre les pieds dans le plat, c'est un peu le bon mot pour ça, et de supprimer la viande de bœuf à la carte pour attirer l'attention des gens sur cette dérive de l'élevage et de l'industrialisation de la chaîne du bœuf, quoi, principalement. Et en même temps, on a supprimé le Coca-Cola. Et je dois dire que le Coca-Cola, il y a des gens qui ne peuvent pas l'accepter. C'est curieux, c'est vraiment comme une drogue. Hein. Donc, il y a des gens qui... Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a qui amènent leur Coca-Cola quand ils viennent déjeuner chez nous. Et puis il y en a qui viennent moins souvent. Par contre, dans la suppression du bœuf, comment dire, je pense que les gens l'ont accepté d'abord parce que c'était le Club 55, que c'était moi, et que on sait que je suis un peu dérangé sur tout, que je ne vois pas forcément les choses comme tout le monde. Mais ça va. Maintenant, tout ça commence à se comprendre. Et je pense que... Moi, je crois beaucoup à la synchronicité. Je dis, il n'y a pas de hasard, hein, les choses. Et là, c'est de la vraie synchronicité. Ouais, c'est drôle, hein. C'est vraiment incroyable. Parce que ça tombe pile poil en même temps, quoi. Vraiment, ça aurait été dommage que l'abattoir mobile soit déjà prêt l'année dernière. Parce que j'aurais pas mis les pieds dans le plat, vous voyez. Tandis que là, j'ai mis les pieds dans le plat et j'ai trouvé le sauveur, la sauveuse. Voilà. Il y a des gens qui nous ont dit avec le confinement, ça va être dur de monter une boîte. Et en fait, tout le monde me disait, mais comment vous avez vécu notre année ? Et je culpabilisais de dire, moi c'était une année formidable parce que c'est là où on a enfin pu réussir à réunir les fonds, trouver nos équipes de salariés. Et donc en fait c'est cette crise qui a provoqué parce que du coup il y a des gens quand même qui ont dû prendre conscience qu'il fallait faire un changement, etc. Bien sûr. Finalement cette crise elle provoque quand même des bonnes réactions. C'est pas que du mauvais, mais ouais, c'est une chance. Et oui, il y a cette synchronicité. Et moi j'en suis à me dire pour l'inauguration, il faut que je remercie ceux qui ne m'ont pas aidé. Parce que du coup, sinon j'aurais été trop vite, j'aurais déjà été moins bonne, j'aurais pas appris à déjouer tous ces problèmes. Et finalement, on est arrivé au bon moment en apprenant tout ça. Non, mais c'est important de remercier même ceux qui ne nous aident pas. Finalement, ils nous aident sans le vouloir. C'est un peu comme... on a un client qui est venu l'autre jour et puis j'ai dit ça va alors c'est un chef d'entreprise qui a une entreprise qui a formidablement bien marché pendant le confinement parce qu'il fait de la vente par internet. Et puis c'est un costaud, il est en bonne santé. Et il me dit, oh Léon, j'en ai pris un gros coup dans la gueule. Ça m'a atteint le moral. Je dis, toi ? Il me dit, ouais, c'est incroyable. Mais... Alors tu sais, j'ai essayé d'analyser pourquoi. Et je me suis aperçu que ce qui m'a manqué, c'est pas les amis, parce que les amis, j'ai continué à les voir. Ce qui m'a manqué, c'est les gens que je ne connais pas. Et la découverte, l'inconnu, ouais. la surprise. Et là, c'est un peu la même chose. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai eu cette chance quand même de rencontrer quand même des gens, vous, voilà, il y a eu plein de gens. Et ça, c'est vrai que ça donne du piment dans nos vies, quoi, l'inconnu. La possibilité d'avoir un truc qu'on n'avait pas prévu, c'est quand même magique, quoi. C'est la magie des trucs. Et on parlait des aberrations de l'industrialisation de la chaîne du bœuf, mais il y a une chose que j'avais lue il y a quelque temps, c'était quand il a commencé à y avoir la mode, la grande vogue des vêtements en cuir, il a fallu produire plus de bœuf. On avait besoin des peaux. Et donc en Argentine, parce que là il y avait des grands espaces, on a fait des troupeaux énormes et on s'est retrouvé avec beaucoup de peaux de cuir, et plein de carcasses dont on ne savait pas quoi faire. Et donc là on a vendu ces carcasses à l'Afrique pour rien du tout. Et les Peuls, qui sont un peuple d'éleveurs, et qui une fois par an promènent les troupeaux dans toute l'Afrique pour vendre, ils sont arrivés en disant, mais non, on n'a pas besoin de votre viande, on a eu de la viande de bœuf là, qu'on n'a payé rien du tout. Donc notre mode de cuir a cassé toute l'économie locale. Donc le fait de faire de l'élevage de façon industrielle, exclusivement comme si c'est des machines à produire de la protéine ou de la peau,
ça crée des déséquilibres qui sont colossaux, quoi. Bah oui. Et, oui, c'est cette mondialisation qui est terrible. ouais. Parce qu'on considère qu'en fait, on ne respecte plus le terroir de nulle part, et du coup plus les hommes. Parce qu'au départ, les hommes, peu importe où à travers la planète, en fait, c'était tous des paysans. Et du coup, ils savaient que fallait respecter la nature, que déjà 2 années de suite ne se ressemblaient jamais, que les années où il y avait du fruit, il fallait faire des réserves. Enfin bref, ils savaient quand même respecter et vivre en respectant cette nature. Et là, dès qu'on s'est dit c'est bon, avec le pétrole, on peut faire traverser la planète n'importe quelle matière moins chère que ce qu'on produit sur place, ça a commencé à faire du grand n'importe quoi, partout. Moi, je le dis tout le temps. La misère partout. Les échanges intercontinentaux, je suis pour, à condition que ça ne soit pas une aberration. Moi, je raconte tout le temps l'anecdote du camion hollandais chargé de tomates qui descend vendre ses tomates en Espagne et qui rentre en collision avec un camion espagnol chargé de tomates qui va vendre ses tomates en Hollande. Ça, ce sont des aberrations. Par contre... t'apportes un truc qu'il n'y a pas et qui est important. Voilà. Si de temps en temps, c'est pas désagréable de manger une mangue. Bah oui. Je peux pas la trouver ici. Donc c'est pas anormal que j'aille la chercher où elle est produite. Oui. Mais c'est exactement l'anomalie, c'est ça. C'est principalement par des coups de main d'œuvre plus favorables ou des conditions sociales plus favorables. Ouais, enfin, c'est de l'esclavage, quoi. En fait, c'est l'esclavage pour les humains et les animaux en même temps. Alors, je pense que tous les êtres vivants qui sont sur la planète, mais aussi les plants, donc il y a une espèce d'alchimie extraordinaire. Je pense qu'on ne pourrait pas l'expliquer comme là, avec un simple papier, un simple crayon, parce que tout se complète. Mais je pense que l'animal domestique, hein, puisqu'on n'a pas le choix, c'est un animal domestique, il faut quand même lui laisser sa part de vie. Il faut qu'il puisse lui quand même prendre quelques initiatives, parce que sinon c'est insupportable. Et bon, les animaux domestiques, j'en ai quelques-uns. J'ai quelques chevaux pour travailler la terre, j'ai quelques ânes et quelques chèvres, et puis j'ai plus de chiens parce que les derniers étaient âgés, ils sont morts il n'y a pas longtemps et que maintenant ça suffit d'avoir des chagrins tout le temps avec leur durée de vie qui est très courte. Mais je vais vous raconter une anecdote avec des autos. Vous savez, à la propriété de la Mole, on a donc le Conservatoire des espaces naturels qui nous a fait un inventaire faunistique et floristique de toute la propriété. Et ils sont arrivés à la conclusion que le lieu était unique. C'était certainement l'endroit dans tous les espaces qu'ils géraient et sur lesquels ils travaillaient, où il y avait le plus de biodiversité. Et ils disent, et encore, vous, ça fait que 5 ans qu'on travaille chez vous. Les autres propriétés, il y en a, ça fait 30 ans, 40 ans, donc on a eu plus de conditions d'avoir de variétés. Et alors donc dans l'inventaire, il y avait un couple de reliés d'Europe, qui est un très joli oiseau bleu. Et donc ils disent, vous avez la chance, chaque année, là, ce petit oiseau migrateur, ils viennent tous les deux, là, le petit couple, là, ils viennent s'installer chez vous, c'est une chance, hein, il n'y en a pas partout, hein, c'est assez rare. Et l'année dernière, est-ce que c'est dû au confinement? Mais il y a eu 3 couples au lieu qu'il y en ait. Donc, celui qui avait l'habitude de venir et dire à ses copains, venez, moi j'ai trouvé une résidence, là, vraiment, on y est bien. Donc on avait les 3 petits couples et qui vivaient dans un grand platane que l'on a devant la maison, qui a été planté par la mère d'Antoine de Saint-Exupéry. C'est pas anodin. Puis, elle a même écrit un petit recueil, Sous mon arbre, il dit « Sous mon arbre que j'ai planté il y a 60 ans et que notre jardinier dit qu'il vivra 4000 ans ». Donc c'est un vrai arbre, quoi. Il est pas... Et moi, chaque matin et chaque soir, je me mets à la fenêtre, et puis c'est relié. Je ne veux pas dire que je blague avec eux, mais enfin bon, je les observe, on s'écoute, etc. Et puis, à la fin du mois d'août, l'année dernière, pour monter jusqu'à la maison, il y a un chemin qui fait à peu près 1 kilomètre, comme ça, avec des piquets en fer pour les clôtures pour les chevaux, vous voyez, là, comme ça, avec un petit ruban, là.
Et moi, quand j'arrive sur la propriété, j'arrive toujours entre chien et loup, là, au moment où la nuit va arriver. Donc je coupe les phares pour être le moins perturbant pour toute la vie qui est là. Et je monte doucement. Et là, sur le premier piquet, qu'est-ce que je vois? Un relier. Alors je baisse ma vitre, puis j'avance doucement. Et il est là, moi je suis là. Hein. On se regarde. Hop, il s'envole. Il va se mettre sur le chemin 20 mètres devant moi. Donc j'avance un peu et il s'en va. Deuxième piquet, deuxième relier. Rebolote, on fait la même chose. J'ai eu les 6 comme ça, vous imaginez? Excellent. Et le lendemain, ils sont partis. Ah, c'était une aide d'honneur pour Incroyable. dire au revoir. Mais c'est extraordinaire. Ouais. Malheureusement, moi, comme j'ai un téléphone, mais je l'ai acheté dans une brocante, donc il est pas terrible. Donc j'ai pas filmé, puis j'avais pas le réflexe non plus à ça, oui. Mais les souvenirs, ils restent gravés, c'est ça le plus important. C'est quand même incroyable. Comme je vous ai expliqué, ces tortues là, qui sont nées, les petites tortues qui a pondu il y a quelques temps, c'est pas anodin, quoi. Hein. Ouais. C'est drôle. Et donc tout ça, ça démontre bien que nous sommes tous liés et qu'on se doit le respect. Puis arrêtez de croire qu'on est les plus intelligents des êtres vivants qui sont sur la planète. Moi je crois qu'on a un ego surdimensionné, c'est la seule différence. Donc on utilise notre intelligence pour des choses qui sont très visibles. Mais le lion, c'est pas, il n'y a pas de raison que ça soit un con. Hein. Et il vit de la même manière qu'il y a 200 ans et maintenant. La seule chose, peut-être un peu différemment parce que l'humain lui a imposé certaines choses, lui a imposé. Vient le déranger quand même. Vient le déranger, mais sinon... Et donc il ne faut pas penser que les vaches sont des gros bénets qui savent seulement regarder passer le train. Ils ont toute une vie de groupe, de rapport avec la Lune, certainement, les astres, des choses comme ça. Donc on ne peut pas considérer ça comme des machines à protéines sur pattes, quoi. Voilà. C'est tout le temps. Nous ici, moi je suis ici depuis très très longtemps, donc le lieu je le connais vraiment, et il y a des nouveaux venus qui sont les bienvenus dans nos confrères. Mais si vous leur demandez où est leur caisse à outils, ils n'ont pas de caisse à outils, évidemment. Si vous leur demandez comment est la mer quand il y a du vent d'est, ils ne savent pas parce qu'ils ne vont pas regarder. Mais par contre, ils ont, dans le métier de la restauration, ils connaissent bien les normes et ils appliquent bien les normes. Voilà. Mais ils ne sont pas capables d'une improvisation, d'une adaptation aux évolutions du climat de la journée, même du comportement des gens, parce que les gens, certains jours, m'ont dit attention, aujourd'hui compliqué, pleine lune, faites gaffe quand même, oui. C'est pas normalisé ça. Hein. Non, mais, ça c'est de l'observation. Oui. Et donc, effectivement, il faut arriver à ce que l'animal, le bœuf qui nous est indispensable dans notre vie d'humain, c'est un vrai besoin physiologique, quoi. Il puisse avoir lui aussi, il puisse s'adapter un peu à des choses qui ne soient pas dans sa petite boîte où on lui donne des granulés de je ne sais quoi et où on vérifie bien qu'il a été vacciné. Je ne sais pas combien de fois dans sa vie, etc. D'ailleurs, on le voit quand ils sont sur des espaces naturels et en fonction des saisons, y compris pendant les sécheresses. Alors nous, même s'il y a eu des sécheresses qui sont terribles, on voit qu'en fonction de l'époque, de l'année et de la météo, et donc les années qui ne se ressemblent pas forcément, qu'il y a des périodes de l'année, ils vont aller manger tel type de plantes qui sont en sous-bois, ça va les aider à se déparasiter, à telle autre période, ils vont manger ci, etc. Et en fait, s'ils ont plutôt... notre rôle de paysante, c'est d'être le bienveilleur, entre guillemets, de veiller à ce qu'ils aient à peu près tout ce qu'il leur faut pour être en forme et en équilibre, à manger, à boire, des relations sociales, de quoi se déplacer dans de bonnes conditions, ne pas se blesser, etc. Et après, normalement, tout roule. Enfin, je dis ça paraît être un peu feignant, mais en fait, c'est du boulot tout le temps. Mais c'est juste ça, veiller à ça. C'est que ça doit être... On doit faire que ce soit la nature qui travaille le plus possible. Voilà. Et pas les machines, et pas les... Et du coup, le boulot, c'est d'observer, d'écouter, sentir. Tous les sens sont en éveil quand on est dehors. Et on a de l'instinct, ou je sais pas comment dire. Ça, c'est hyper bon aussi, mais c'est pas très cultivé. Mais moi,
des fois, juste à regarder les animaux, on se rend compte de ce qu'il va se passer quelque chose. Bien sûr, évidemment. Parce qu'eux, ils l'ont senti avant. C'est ça qui est magique. Donc, mon père était ethnologue et puis il a participé à la création du circuit Connaissance du Monde. Vous savez, ces voyageurs qui vont de ville en ville et qui présentent un film de voyage, et qui sont des films qui étaient muets. Et donc le voyageur, en même temps, faisait une conférence et expliquait les voyages. Et au lendemain de la guerre, en 1947, mon père cherche à faire un film documentaire qui ne coûte pas cher, parce qu'il n'y a pas d'argent. Et il fait un film documentaire sur le transport des oranges en Méditerranée. C'est-à-dire, c'est des oranges qui sont cultivées aux Baléares, qui sont chargés sur des grands bateaux à voile, les paille-le-boat, des bateaux mallorquins, et qui font du cabotage dans tous les ports de Méditerranée. Et donc on les charge maximum, donc ils sont comme ça, le pont est couvert d'oranges. Et en fait, ils sont pris au large ici, dans une tempête de Mistral, et la plage de Pamplonne est très protégée du Mistral. Donc ils viennent, ils s'approchent, et ils restent là plusieurs jours au mouillage sans descendre. Et mon père dit ça a l'air beau, il faut absolument revenir. Et donc l'année d'après, on arrive toute la famille, 1948. Moi je suis tout petit, il n'y a pas longtemps que je suis né. Et on campe d'abord au bout de la plage là-bas, pendant 3 mois. Et puis on remonte en Haute-Savoie, qui est une zone que mon père avait choisie pour vivre, parce que justement il y avait les enfants en bas âge et que il y avait de l'élevage là-bas, de l'élevage sain justement, et donc il y avait du lait, du beurre, et pour nourrir les enfants au lendemain de la guerre, c'était parfait, toute la France crevait de faim, et là il y avait ce qu'il fallait. Et je considère que je suis en bonne santé, et c'est certainement grâce à ça, parce que les premières années de ma vie, j'ai été nourri du lait des vaches qui étaient dans la nature, qui étaient des vraies natures. Les alpages. Ouais. Et donc après ça, on va camper là-bas à l'autre bout, où on habite dans un autre garage à bateau pendant plusieurs années. Et puis notre père fait un micro-héritage en 1953. Et sans rien dire à notre mère ni à nous-mêmes, il achète ce petit bout de terrain qui est là. Et on arrive. Il a fallu descendre ce que vous avez descendu, ce qu'on appelle le boulevard Patch, c'est le nom du général Patch, qui est celui qui commandait les troupes américaines du débarquement, l'opération Dragoon, et qui a tracé ce boulevard, mais qui est quelques années après, nous on arrive 5-6 ans après, ça a été raviné par les orages et tout, personne ne descend là, donc on met des pierres pour descendre avec la voiture, enfin c'est vraiment... Et on arrive là, et là c'est un champ de bataille, il y a eu le débarquement. C'est des trous d'obus, des barbelés, et puis plus rien, plus de végétation, plus rien. Et notre père dit, voilà, le bout de terrain que j'ai acheté, ça doit être à peu près ça, là. Et notre mère, pour une fois qu'il y avait 3 sous à la maison, on aurait pu acheter des pulls aux enfants, elle est furieuse. Et notre père, qui est un visionnaire magnifique, lui répond, ça sera notre terre promise. Et il a eu raison, ça a été vraiment notre terre promise. Et là, on vit là, notre père dit on va vivre là comme Robinson Crusoe. Il construit 3 cabanes, une c'est la cuisine, une c'est la chambre des enfants, une c'est la chambre des parents. On a chacun notre petit bateau, et on vit, on pêche, c'est le vrai bonheur, il faut s'imaginer. Mais notre père dit quand un voyageur égaré passera, on lui offrira l'hospitalité comme moi on m'a offert l'hospitalité quand je voyageais à l'autre bout du monde. Donc il construit une grande table, il fait une ramade un peu comme ça, là, avec des canisses. Là. Il y a une gargoulette, vous savez, les cruches avec de l'eau fraîche, que nous n'avons pas ici. On n'a pas l'eau courante, on n'a pas l'électricité, on n'a pas le téléphone. Et il y a donc des gens qui passent, et puis il y a un petit groupe qui se constitue. Et puis au début, chacun amène son pique-nique, et puis ma mère dit attends, on va simplifier, et j'achète, puis chacun paiera sa part. Donc il y a entre 8 et 15 personnes chaque jour qui mangent ensemble, dans cette grande table et sous cette ramade. Et un jour arrive l'équipe du film Médiocre à la femme, mais vous savez, ils pensent que c'est un bistrot. Ils s'approchent de ma mère, ils disent voilà, on va tourner là pendant 15 jours, là on est 80, est-ce que vous feriez à manger à toute l'équipe? Et ma mère, qui n'a pas froid aux yeux, elle dit bah oui, bien sûr. Elle fait cuire des roast beef dans le four du boulanger à Saint-Tropez, elle fait une grosse ratatouille sur un camping-gaz, nous, il n'y a rien. C'est excellent. Et donc, ils mangent là tous les jours, sans savoir que ce n'est pas un restaurant. Et quand le film se termine,
tout ce qui est technicien, ils repartent au studio de la Victorine à Nice, mais Trintignant, Vadim, Bardot, continuent à venir. Et là, mon père dit, oula, on va avoir des ennuis avec l'administration, il faut qu'on s'inscrive au registre du commerce. Donc, il dit, on va appeler ça Club 55. Club, comme ça, on acceptera qui on a envie, et 55, parce qu'on va considérer que c'est l'année de la création. Et à cette époque-là, alors mon père, il était diplômé de Sciences Po, il était docteur en droit, pourquoi pas, hein, il avait fait plein de choses. Marchand de soupe, mais enfin, il faut que les gens sachent où ils sont, quoi. Et notre père qui était... on dit que les ethnologues étaient les premiers écologistes. Et donc, il avait une vraie conscience de la nature et qui nous a transmis. Et lui, son grand plaisir, c'était... Il n'y avait pas grand monde qui descendait ici. Mais de temps en temps, on voyait une voiture arriver, là, qui se garait, il n'y avait pas de parking, il n'y avait rien là, dans le train. Et puis, que faisaient les gens? Ils sortaient, ils allaient en courant à la mer, puis regardaient cette plage, vous vous rendez compte, 4,5 km quasiment vierge. Ils plongeaient, ils nageaient, ils sortaient, ils se roulaient dans le sable pour se sécher, c'était une espèce de joie. Et puis après, ils regardaient autour, et puis tout à coup, ils voyaient les listes de sable. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils allaient, ils prenaient un lisse de sable avec l'oignon, comme ça, hop, puis ils le mettaient dans le coffre de la voiture. C'était la démarche classique. Mon père arrivait à ce moment-là, c'était son jeu préféré, et il disait, madame ou monsieur, je vous interdis de cueillir cette plante. Et la réponse qu'il attendait, qui arrivait à chaque fois, c'était, mais ça appartient à tout le monde. Et il disait, mais c'est à ce titre-là que je vous l'interdis, c'est qu'elle m'appartient aussi. Et maintenant, c'est un discours qu'on peut comprendre. Mais il y a plus de 60 ans, il y avait un timbré sur la page Morvan qui disait que les plantes lui appartenaient. Et donc nous, c'était notre culture. Et après, mon père m'a dit, il voyait bien que j'étais un peu imaginatif, quoi. Il m'a dit, ton imagination pourra aller très loin dans cette région, parce que c'est une région qui est favorable à ça. Mais tu devras toujours le faire dans le respect du lieu et de ses habitants. Et donc, nous, ça a été vraiment notre culture du respect. Et puis, pour la cuisine, notre père ne voulait surtout pas rentrer dans la filière de l'hôtellerie-restauration. Comme il existe une filière qu'on n'a pas envie de suivre dans l'élevage, il y avait un peu la même chose. Donc, il a imaginé une carte que n'importe qui pourrait faire. Donc, c'était que des choses très simples, mais qui étaient complémentaires, ça permettait de se nourrir. Alors il avait amené le maïs grillé par exemple, parce que ça c'était dans ses voyages au Mexique. Les Mexicains mangeaient le maïs alors qu'en France on le donnait aux animaux. Il y a eu plein de choses comme ça. Et on a toujours eu cette préoccupation, c'est notre père qui nous l'a appris, incontestablement, c'est que les gens qui viennent ici, ce sont des gens qui sont plutôt évolués. S'ils viennent ici, c'est parce qu'ils sont à la recherche de la culture d'ici. Ne leur faites pas de l'exotisme. Ne leur vendez pas de... Vous savez, on a des confrères qui ont des noms d'îles polynésiennes ou autres. Ils disaient, ne prenez pas exemple sur eux. Nous, c'est Provence, Méditerranée, et ça doit se ressentir. Quelqu'un qui vient, quelle que soit sa culture, il doit trouver quelque chose qui fasse qu'il comprend qu'il est au bord de la Méditerranée en Provence, et qu'il puisse, malgré sa culture, le manger facilement. Donc ça, nous, ça a été vraiment toute notre démarche. Et puis, après, on était trois enfants, ils ont grandi, ça a eu 3 foyers supplémentaires. Donc il a fallu, puis l'administration devenait de plus en plus présente, quoi. Donc il a fallu être de plus en plus attentif à la réglementation malgré tout. Et donc, avec une administration plus présente, il a fallu être à la recherche de rentabilité pour pouvoir honorer la fiscalité, on va dire, que nous imposait l'État. Et donc, du coup, on a été obligé de se professionnaliser, mais en gardant l'esprit du départ. C'est-à-dire en restant des artisans, en restant attentifs à la culture du lieu, en étant attentifs à tout justement ce patrimoine local que nous avons. Et puis, il y avait... c'est pour ça que nous, on sert des quantités de repas qui sont assez importantes. Oui. Mais on reste des artisans.
on reste dans son comportement-là, on refuse tout ce qui pourrait nous sortir par facilité, nous sortir de tout ce qui est nature, de tout ce qui est humain, etc. C'est vraiment, pour nous, c'est quelque chose de très important. Alors, quelquefois, on fait des choses, quand les gens leur disent le nombre de repas qu'on sert et la façon dont on procède pour certaines choses, les gens disent, ils ont besoin d'aller à l'école hôtelière, il faut qu'ils apprennent un peu à travailler autrement. Mais non. Mais c'est la démarche qui attire, qui fait que c'est unique et que les gens aiment aussi se retrouver, parce que je pense que ça doit forcément transpirer. De tout, dans les repas, dans les contacts. Les gens ne s'en rendent pas forcément compte. Mais ils ne savent pas exactement pourquoi ils sont bien. Mais c'est le résultat de tout ça. Nous, on a nos fermes, donc on fait du vin, l'huile d'olive, du maraîchage, mais il n'y a pas que, on ne peut pas tout faire nous. Donc après, le bœuf éthique, qui est une ouverture magnifique pour nous. Mais on a par exemple Sandrine Faucou, qui est agricultrice dans les Alpes de Haute-Provence, qui nous fait petite épaule de pois chiches, lentilles. Elle nous fait les pâtes. C'est-à-dire que Sandrine, non seulement elle cultive le sol, elle fait pousser la plante, mais après elle fait la farine, et après elle fait la pâte. Et alors les gens, ils mangent des pâtes chez nous, ils disent putain, tes pâtes, putain, la couleur. Mais celle-là, tu peux en manger. Je peux te garantir que nous, on sait ce qu'il y a dans ces pâtes. C'est vraiment. Et Sandrine, c'est même elle qui met le colis de pâtes à la poste. Donc, il n'y a pas beaucoup d'intermédiaires. C'est vraiment. Il y a juste ce facteur. Et ça, c'est. Nous, ça a toujours été notre démarche. Et ça fait partie de l'histoire du Club 55. Alors, moi, typiquement, je suis éleveuse. J'ai mis un peu les mains dans la viande et du coup je suis un peu coupée, préparée, mais je ne sais pas la cuisiner. J'ai toujours confié ça, alors en général à mes mecs, mais cuisiner la viande que je produisais pour nourrir les autres, mes enfants, etc. Et ce que je trouve super avec cette rencontre, c'est que justement, moi j'élève mes animaux dans cet objectif de nourrir sainement ceux qui vont la manger. Mes enfants, mais les enfants de mes amis, mes clients, etc. Enfin tout le monde. C'est pas juste mettre un bout de viande dans une poêle ou dans un four, c'est le faire en toute conscience et quand ça s'inscrit dans une démarche comme ici, je me dis waouh, c'est génial pour le bœuf éthique. Là, faut compter sur nous, on va le faire bien.